Alors bonjour à toutes et à tous, ici François Desrochers qui vous souhaite la bienvenue à Cap sur le Grand Montréal, une série de balados consacrée à la région métropolitaine de Montréal. Aujourd'hui, les origines de la communauté métropolitaine de Montréal. Créée en 2001, la CMM fête cette année ses 20 ans d'existence. La création de la CMM était l'une des recommandations du Livre blanc sur la réorganisation municipale déposé en 2000. Pour nous parler des origines de la CMM, nous avons avec nous son directeur général, Massimo Iezzoni. Massimo, bonjour. Bonjour François. Massimo, vous êtes le directeur général de la CMM depuis les tout débuts de cette organisation en 2001. Vous avez même été, comme on le verra, associé à la démarche qui a conduit à la création de la CMM. Parlez-nous des origines de la CMM. D'où venait cette idée de créer une instance supramunicipale pour la grande région métropolitaine de Montréal? Oui, merci François. Alors, très content d'être à la première de ces balados métropolitaines. Quelle bonne idée de parler des origines de la CMM parce qu'on a 20 ans cette année. Donc, d'où vient cette idée de créer la CMM? Factuellement, ça vient évidemment, comme tu disais tout à l'heure, du fameux livre blanc qui a été proposé par Mme Louise Arel, qui était à l'époque la ministre des Affaires municipales et de la métropole. Donc, ça vient de là. Évidemment, on en parlera plus tard. Il y a plusieurs éléments qui ont amené à ça. Évidemment, ça n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Beaucoup de réflexions, beaucoup de rapports précédents. Et ça vient de l'idée de créer une structure supramunicipale, donc par-dessus les municipalités et les municipalités régionales de comté qu'on connaît, les municipalités régionales qui ont été créées en 1978 par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, parce qu'on souhaitait avoir une cohésion à une échelle d'un territoire plus large que ceux qu'on connaît, donc des régions administratives actuelles, parce qu'il fallait assurer une cohésion territoriale pour avoir une planification globale, commune, pour avoir une compétitivité à l'échelle internationale, ne pas diviser les villes, mais bien les unir. Et c'est venu de ce souhait-là, et dans le livre blanc, on crée une communauté métropolitaine de Montréal qui serait responsable de l'aménagement du territoire, du développement économique, de d'autres compétences aussi, tout aussi importantes comme l'environnement, le logement social et autres. Et c'était le souhait d'avoir une vision à cette échelle-là, parce que c'est important de plus en plus d'avoir cette réflexion-là à l'échelle métropolitaine, parce que la compétition à travers le monde se font autour des régions métropolitaines. C'est un peu l'origine là, de la CMM. Mais est-ce que c'était la première fois, Massimo? Est-ce que c'était la première fois qu'on tentait de créer une organisation métropolitaine? Ben justement, là, c'est que ça... C'est la conclusion, je dirais, de plusieurs réflexions. Il y a eu la commission Bédard qui s'est penchée sur la question. Il y a eu évidemment aussi la table métropolitaine du Grand Montréal qui s'est penchée sur ça. Quelle idée, quelle structure on pourrait mettre en place dans la région métropolitaine. Il y a eu le rapport Picard. Il y a eu également une commission de la développement de la métropole qui a été proposée. Beaucoup de réflexions, beaucoup de suggestions. Et on apprend finalement en 2000 que le choix du gouvernement est clair. On crée une structure supramétropolitaine. Et ça s'est fait évidemment aussi dans le cadre des fusions municipales. Donc, le fameux rêve de M. Bourque-Unélune-Ville, certaines autres fusions. Donc, on est vraiment dans une dynamique très active pour une réforme municipale et métropolitaine qui lance dans le fond les années 2000 vers la métropolisation du Québec, parce qu'il y a une CMM à Montréal, mais aussi une CM dans la région métropolitaine de Québec. Donc, beaucoup de rapports, beaucoup d'idées, conclusions, réforme Arel et une loi pour créer la CMM. Et c'est une réforme qui a passé facilement la rampe parce que comment a été reçue cette idée de créer une instance métropolitaine? Je pense que comme dans toute réforme, il y a une résistance au changement. Comme dans toute réforme qui crée un nouvel organisme, ça soulève des passions et des questions. Et il y a eu, je dirais, beaucoup d'appréhension vers la création d'une nouvelle structure métropolitaine, donc une structure qui chapeauterait l'ensemble de la région de 4 millions d'habitants.
Et je dirais que autant il y avait d'appréhension, autant par la mise en place d'un comité piloté par un mandataire du gouvernement, M. Louis Bernard, et les maires du territoire de la région métropolitaine, cela a permis de dégager des consensus pour adopter la fameuse loi sur la communauté métropolitaine qui, comme c'est le temps maintenant, s'est rendu à la mode, qui était en fait un exercice de co-création à l'époque, là. Et ce fameux comité Bernard, là, si je me souviens, Massimo, tu as siégé, toi, sur ce comité. Oui. J'ai eu l'occasion et le privilège de siéger au comité Bernard comme membre de l'équipe technique des directeurs généraux. Madame Harel avait désigné un mandataire pour favoriser l'atterrissage de cette réforme. C'était composé des maires de Longueuil, de Laval, de Montréal, des maires des couronnes nord et sud. Monsieur Bernard présidait ce comité-là. Il y avait également un comité de directeurs généraux. Et on a eu l'occasion de préparer le terrain pour jeter les bases de cette structure que serait la communauté métropolitaine. Et je dirais que cet exercice-là a permis de contribuer à mettre en place ce qu'on connaît aujourd'hui comme la communauté métropolitaine de Montréal. On n'a pas résolu évidemment toutes les résistances, mais on a trouvé une voie de passage qui a permis de créer la communauté métropolitaine quand même. Monsieur Bernard, qui était un ancien mandarin de l'État, là, qui a donc beaucoup d'autorité, donc ce comité Bernard qui a conduit à la CMM, ça a mobilisé quand même pas mal de ressources. C'était vraiment... Et là, le gouvernement montrait son sérieux en nommant quelqu'un comme Louis Bernard pour ce comité de transition. Oui, M. Bernard, quand même, c'est un administrateur public... absolument formidable, une grande connaissance de l'État, un spécialiste pour bien comprendre les enjeux et proposer des mesures adéquates. Je dirais qu'il a été un des grands responsables, avec Mme Harel, bien sûr, là, de la mise en place de la CMM. Et je dirais qu'il a permis la mise en place d'un climat de travail permettant de trouver les éléments structurants de cette communauté métropolitaine. Parce qu'il faut comprendre que le contexte de l'époque, on était dans une grande effervescence. On parlait beaucoup de métropolitains. On parlait en même temps de fusion municipale. Mais on rêvait tous d'une structure métropolitaine pour partager ensemble notre vision du Grand Montréal. Mais comment l'articuler? Quels sont les outils qui sont nécessaires pour y arriver? Quelle structure donner à cette communauté? Quel pouvoir? Et évidemment, quelle composition du conseil? On comprend qu'il y avait à l'époque une soixantaine de municipalités. Maintenant, on en a 82. Pardon, à l'époque, non, plus que ça. On avait, je pense, une centaine de municipalités avant les fusions. Avant les fusions, oui. Avant les fusions. Donc, c'était un grand défi. Et je pense qu'avec la collaboration de tous, on est arrivé avec des solutions satisfaisantes, plus particulièrement au niveau de la représentativité du conseil, parce que c'est quand même une structure qui est représentée par des élus. Donc, des élus du territoire qui eux-mêmes se donnent la responsabilité de donner une vision pour la région de Montréal en termes d'aménagement, d'économie, de transport et d'environnement. Et même à l'époque, on parlait de développement durable d'une façon assez significative, là. Est-ce que entre le projet initial et ce qui est devenu la CMM, la loi sur la CMM, est-ce que le projet a beaucoup évolué? Est-ce qu'il y a certains aspects, des aspects qui étaient pas dans le radar au début, qui ont été ramenés, ou d'autres qui ont finalement été abandonnés? Ben, écoutez, c'est une bonne question. Je pense qu'au début... la réforme Harel se voulait plus importante. On parlait d'une communauté métropolitaine qui non seulement ferait de la planification, mais administrait également des services. Je dirais qu'à cette époque-là, au moment où on a fait la réforme, comme il y avait aussi beaucoup de demandes de fusion municipale, ça a créé une situation où on souhaitait davantage
axer les objets de la communauté vers la planification. Il y avait le modèle d'ACUM aussi qui était dans l'air, évidemment. Exact. Alors, à ce moment-là, il faut savoir aussi que l'ACUM faisait l'objet de nombreuses réflexions de la part des maires de l'île. Et la également communauté urbaine de Montréal, en passant. Oui, voilà. Oui. Donc, il y avait beaucoup de pression sur revoir la communauté urbaine, maintenir la communauté urbaine dans une perspective de communauté métropolitaine et même de fusion, un peu comme on maintient les MRC sur l'ensemble du territoire métropolitain. Beaucoup d'enjeux de gouvernance. Mais à la fin de l'histoire, on a résolu qu'il fallait mieux camper la CMM dans un rôle de planification important et s'attaquer aux plus grands défis de la région métropolitaine qui, pendant une trentaine d'années, n'avait pas un plan métropolitain pour ses citoyens. Il faut quand même réaliser que dans la région métropolitaine, si on prend le navettage, les gens se déplacent d'une place à l'autre, pas nécessairement toujours dans sa même ville. Alors, la personne peut habiter à un endroit, mais travailler ailleurs. Elle peut avoir des loisirs ailleurs. Alors, ça bouge. Oui. Mais ça, plus qu'ailleurs. Et il fallait traiter ça. Comment on planifie un territoire quand les citoyens l'occupent à plusieurs endroits, à plusieurs lieux? C'est à ça que ça sert la CMM. C'est se donner une feuille de route pour comprendre comment les citoyens se déplacent pour leur travail, pour leurs motifs études, pour leurs loisirs, et quel type de plan d'aménagement on a besoin pour cet ensemble-là. Et je pense que ça, c'est probablement l'importance capitale d'avoir un plan métropolitain pour nous guider maintenant au niveau de l'aménagement de son territoire dans une perspective de développement durable. Merci beaucoup. Tu parlais de Louise Arel, là, en fait, qui est donc qui est celle qui a porté cette réforme, là, qui l'a amenée qui l'a concrétisée. C'est qui les autres acteurs à l'époque? Dans le fond, si on faisait entre guillemets la pièce politique, là, comment ça c'était qui était les qui était très présent là-dedans? Oui. Bien, écoutez, c'est clair que le gouvernement, ça a été porté largement par Mme Arel, appuyé quand même du premier ministre Bouchard. Là. Puis, il faut toujours se souvenir qu'il y a une dualité. Il y a les fusions, puis il y a la communauté métropolitaine. Ah oui, c'est vrai. Donc, il ne faut pas oublier que ce dossier-là, donc, il est toujours bicéphale. On a surtout retenu, d'ailleurs, les fusions municipales de cette époque-là. On a surtout retenu cet épisode-là qui était très controversé. Exact. On a été dans l'ombre un bon bout de temps, là, parce que les fusions ont toujours pris une large place. Mais maintenant qu'on connaît un peu mieux la CMM, on voit aussi qu'elle a son importance sur l'échiquier municipal. Donc, acteur important, Louise Arel, les maires de banlieue de Montréal avec, à l'époque, les Georges Bossé, les Peter Trent, ont joué un rôle important parce qu'ils avaient tout un débat concernant les fusions. Peut-être un peu moins sur la communauté métropolitaine, mais ça s'est accéléré quand les destinées de la CUM se sont clarifiées et se sont davantage préoccupées de cette question-là. D'ailleurs, elle faisait partie du comité Bernard. Des gens comme le maire de Longueuil, Claude Gladu, des gens de Laval, des gens de la Couronne Nord et Sud. Il faut se souvenir à l'époque aussi que chez les acteurs, il y avait beaucoup de réticences, particulièrement au niveau de la Couronne Nord sur la création de la CMM. Ben oui. Et ils avaient exprimé un point de vue qu'on comprend bien, donc l'autonomie municipale, un organisme additionnel. On devrait trouver d'autres solutions. Peut-être que les fusions municipales étaient la solution, mais pas nécessairement d'avoir une communauté métropolitaine. Donc, tous ces débats ceux qui utilisent la question sont familiers. Mais je dirais qu'à la fin, il faut... Puis il y avait M. Bourque, évidemment, là, qui s'était présenté avec un mandat Une-Île-Une-Ville. Il fut d'ailleurs le premier président de la CMM. Oui, absolument, il faut se souvenir de ça. Et je pense que M. Bourque a participé également au comité qu'on appelle maintenant Bernard, mais il faudrait appeler le comité Bernard et tous les maires avec lui. Là. Et c'est là que les échanges ont permis de, je répète encore, trouver une voie de passage. Alors, exemple, un exemple important. Comme on sait que la population de l'île de Montréal était la plus populeuse de la région métropolitaine, ben, l'enjeu a toujours été, est-ce qu'il va y avoir un contrôle de Montréal sur la région métropolitaine? En fait, ça, c'est une question politique qui préoccupait beaucoup géopolitique. Les villes périphériques, en termes de géopolitique. Donc, si Montréal contrôle, est-ce que ça va être un conseil montréaliste? Et on a innové à ce comité-là en proposant des éléments intéressants. L'un d'entre eux, évidemment, qui touche la représentativité, était est-ce que
on part du principe où le conseil est dominé donc majoritairement par la ville de Montréal et on accepte ce principe-là et on applique des règles de votation de 2/3 pour éviter que les votes soient dominés par Montréal. Mais la solution qui a été mise de l'avant à l'époque, elle était extrêmement intéressante, c'est le maire Bourque a renoncé à cette majorité. Quand même, hein? En renonçant à cette majorité-là, l'ensemble des élus se sont ralliés à l'idée que, finalement, qui devrait représenter la communauté métropolitaine de Montréal? Qui serait la personne ou la fonction qui fait que la communauté métropolitaine a un leadership fort? Unanimement, tout le monde a reconnu le leadership de Montréal. Montréal, qui est un fer de lance, comme on le sait, dans beaucoup de domaines. Bien, tout le monde a convenu que, d'office, le maire de Montréal devait être président de la CMM. Il a renoncé à un certain nombre de voix au nombre du vote. Donc, le conseil est paritaire. 14 élus provenant de Montréal et 14 élus provenant des couronnes et des villes de Longueuil et de Laval. Mais vote prépondérant du président. Exactement, tu te souviens de ça. Donc, le vote prépondérant au président et les votes aux 2/3 pour certaines compétences. Quand je regarde le bilan de 20 ans, on a utilisé très peu les votes aux 2/3 et le conseil fonctionne par consensus. Alors, c'était un bon geste à l'époque. Mais on a aussi consacré les maires de Longueuil et de Laval qui fait en sorte que ces maires-là aussi, automatiquement, sont membres d'office de la CMM. Alors, il y a eu un arrangement institutionnel qui a permis de jeter les bases, au moins, d'une entente politique avec les maires qui siégeont à la CMM. Et évidemment, en faisant cela, j'appellerais ça un peu, même s'il y avait de la méfiance au début, un signe de bonne volonté de l'ensemble des maires de fonctionner dans cette nouvelle entité. Il faut se souvenir que quand on commence la CMM, il y a la fusion, il y a l'abolition de la communauté urbaine pour l'agglomération, mais il y a aussi, quelques années plus tard, ça on pourra en parler dans cet autre balado, des fusions potentielles et processus de diffusion qu'on a vécu. Donc, nos origines, c'est une belle réforme, mais on était dans l'ombre de plusieurs autres réformes en parallèle. Donc, on a peut-être moins parlé de la CMM à ce moment-là, mais je dirais que les grands artisans de la réforme, ça a été un livre blanc qui a été un document déclencheur fort important, avec une ministre qui tenait à aller de l'avant, un mandataire qui a pris les choses en main, mais qui a réussi, avec les maires, de co-créer, si on veut, les balises de la future loi et de jeter les bases, peut-être, de ce qu'on sait maintenant, d'un fameux plan métropolitain qui nous permet d'aménager le territoire avec une vision commune, des objectifs communs, et qui nous permet d'avoir un Grand Montréal avec un aménagement durable, compétitif et attractif à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il y avait beaucoup de modèles métropolitains? À l'époque, quand on regarde dans les années 2000, on s'est beaucoup inspiré de certaines expériences américaines et européennes, mais chez nous, le seul exemple qu'on avait au Canada, c'était à l'époque la métropolisation de Toronto qui s'est terminée par une grande fusion, donc pas de structure métropolitaine. Évidemment, à Vancouver, qui avait une longue expérience avec son échelle métropolitaine. Donc, c'était assez ambitieux comme réforme. On a forgé notre propre modèle. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on a un modèle, on s'est inspiré beaucoup des expériences étrangères, mais on a un modèle bien à nous, avec quand même plusieurs échelles, parce qu'on maintient le niveau local, régional, métropolitain, évidemment, le gouvernement, avec des fusions qui ont regroupé des municipalités. Donc, tu sais, quand on regarde tout ça, ça prend quand même un certain temps pour que ça devienne tout ça homogène et qu'on puisse travailler ensemble. Donc, je dirais qu'on a innové à l'époque, mais c'est plus facile d'en parler maintenant que quand on commence. Souvent, c'est le cas. En janvier, donc, 2001, la CMM a été créée. Ça, c'est les débuts de la CMM. Ça sera l'objet d'un autre balado. Massimo, merci d'avoir partagé avec nous là, c'est ton expérience et des anecdotes sur les origines de la CMM. Merci François. Donc, merci à vous tous d'avoir été là avec nous. Ici François Desrochers qui vous invite à rester à l'affût pour un autre balado dans notre série CAP sur le Grand Montréal. Merci à tous.